Bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous n'avez pas eu de problème pour récupérer le PowerPoint ou l'enregistrement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si parfois il y a des erreurs sur le site. Ça m'arrive parfois de pas mettre le bon lien, etc. Donc n'hésitez pas à me le signaler si vous remarquez des problèmes. Alors, je vais reprendre là où je me suis arrêté la dernière fois. J'avais commencé à parler donc de la première formulation des sciences cognitives au sens d'une science naturelle de l'esprit, donc. Et nous avions vu que ce qui caractérise, ce qui constitue d'une certaine façon l'originalité de ce courant de pensée, c'est un certain nombre de caractéristiques qui sont résumées ici en 4 notions: le représentationnalisme, le computationnalisme, le fonctionnalisme et le naturalisme. Alors, nous avions vu, donc je vais reprendre dans le détail ces différentes notions à partir, donc, comme j'avais commencé à le faire la semaine dernière. Ah oui, avant d'oublier, je dois vous dire que je serai absent la semaine prochaine. Je ne peux pas être à Paris, donc je serai absent et on se reverra dans 15 jours seulement. Donc, je vais reprendre à partir de l'endroit où je me suis arrêté. Donc, nous avions pas mal discuté la dernière fois de la question du naturalisme et de tous les problèmes que pose cette option philosophique. Je vous propose, parce que je ne l'avais pas fait, de regarder un petit peu en détail comment Pierre Steiner formule cette idée de l'intuition naturaliste. Alors, vous voyez qu'il dit dès le début qu'elle est assez difficile à circonscrire, donc c'est quand même pas quelque chose qui est d'une clarté absolue, cette option naturaliste. Il ajoute que ce naturalisme est surtout une position méthodologique ou épistémologique. Alors, disons épistémologique au sens où, et ça c'est le point que j'avais explicité assez longuement la dernière fois, les sciences naturelles, c'est-à-dire in fine la physique ou la chimie, voire la biologie, doivent pouvoir expliquer tout le reste. Donc, les sciences naturelles sont le cadre conceptuel auquel les théories doivent se réduire ou au moins se conformer. Donc, si on dit que toute théorie en sciences humaines et sociales, donc en ce qui nous concerne pour la question linguistique, toute théorie doit se réduire aux sciences naturelles, on est dans une position réductionniste. Mais si on dit simplement que toute théorie en sciences humaines et sociales doit au moins respecter un certain nombre de principes fournis par les sciences naturelles, eh bien là, on est dans un naturalisme plus modéré. Donc, vous voyez que ces deux positions, le réductionnisme et le naturalisme dit ici modéré, peuvent aussi se formuler de cette façon-là. Toute théorie et tout vocabulaire, peu importe la discipline, devrait finalement pouvoir être expliqué ou traduit par l'appareil des sciences naturelles, ou en tout cas ne pas être en désaccord avec lui. Donc vous voyez que la position naturaliste, c'est que toute théorie, tout vocabulaire doivent être expliqués par l'appareil des sciences cognitives, et le naturalisme modéré, ne pas être en contradiction avec ce qu'on sait de la nature, des sciences naturelles. Donc la pensée, alors là évidemment la pensée, on va y revenir dans un instant, c'est le jeu c'est un jeu de représentation et de rapport entre des représentations. Elle doit être analysée d'une manière causale. Mise en cause, ça signifie expliquée par des relations causales et des lois naturelles.
d'accord, hein, puisque si on veut expliquer quelque chose, si on doit expliquer quelque chose, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ramène cette chose à une cause. Alors, soit c'est une cause magique, surnaturelle, voilà, soit c'est une cause naturelle et matérielle éventuellement. Bon, une version particulière du réductionnisme, c'est le matérialisme ou le physicalisme, hein, qui considère que, ultimement, ce sont les propriétés de la matière et de l'énergie qui expliquent tout. Mais on peut très bien pratiquer les sciences cognitives sans être forcément physicaliste. Alors, ce naturalisme, donc, l'idée générale, c'est que l'explication des phénomènes mentaux repose in fine, mais encore une fois, c'est un principe épistémologique, donc repose sur un plan purement théorique ou conceptuel, sur des causalités naturelles. Donc quand on dit naturel, on est plus large que simplement la causalité, évidemment, physique. Alors, maintenant, la deuxième caractéristique, le fonctionnalisme. Alors, je vous le disais déjà un petit peu la dernière fois, il y a une articulation pas forcément simple à comprendre entre le naturalisme et le fonctionnalisme. Donc, voyons ce qu'en dit Pierre Steiner. Le fonctionnalisme cognitiviste est cette position qui défend l'idée que ce qui constitue la nature ou l'identité d'un état mental, ce n'est pas sa composition ou sa matière cérébrale, mais plutôt son rôle ou sa fonction dans le système cognitif. Donc vous voyez que cette première phrase, elle nous indique déjà qu'il y a une sorte de dégagement par rapport précisément à la nature au sens science naturelle, hein, puisqu'on nous dit que ce qui est l'identité d'un état mental, ça n'est pas la matière cérébrale, ça c'est la nature, ça c'est la biologie de l'être humain, mais c'est sa fonction dans le système cognitif. C'est ça le fonctionnalisme. Donc ça veut dire que c'est pour cette raison qu'il y a cette idée que le naturalisme est une position surtout épistémologique ou théorique, etc. C'est que le naturalisme joue un rôle dans l'argumentation des sciences cognitives beaucoup moins important que le fonctionnalisme. Ce ne sont alors pas les propriétés neurologiques des états et processus mentaux qui importent dans une étude de la cognition. Donc, encore une fois, vous voyez, on se dégage de la problématique strictement biologique ou naturelle ou matérielle de la cognition. D'ailleurs, elle serait trop complexe et contingente pour cela, mais plutôt leurs propriétés fonctionnelles, le rapport causaux. Donc, vous voyez, la notion de causalité reste très importante, avec les entrées-sorties et autres états ou processus du système. Donc, autrement dit, cette phrase signifie que ce qui compte pour les processus mentaux dans une étude de la cognition, c'est plutôt les rapports de causalité entre les entrées, les sorties du système cognitif considéré, et puis les états internes, les processus qui sont à l'intérieur du système. Les propriétés et états mentaux doivent être identifiés avec des états ou propriétés structurelles, organisationnelles. Donc un état mental pour les sciences cognitives, ça n'est pas un état de votre cerveau. Ça n'est pas un état de votre cerveau. Un état mental, c'est un certain état structurel ou organisationnel. Alors, un petit exemple, comme ma croyance qu'il pleut, donc le fait de croire qu'il pleut, peut se réaliser de manière multiple dans mon cerveau, elle se définit de préférence par les relations causales qu'elle peut entretenir
avec d'autres états internes ou externes du système. Sortir mon parapluie, désirer me mettre au sec, annuler mon rendez-vous. Donc, ma croyance qu'il pleut, une croyance, c'est un état mental. Hein? Et ce qui va intéresser les sciences cognitives, c'est qu'est-ce que va causer cet état mental? Est-ce que cette croyance va causer le fait que, eh bien, je vais aller chercher mon parapluie? Le fait que j'aille chercher mon parapluie est une conséquence de la croyance du fait qu'il va pleuvoir, de ma croyance du fait qu'il va pleuvoir, etc., etc. Désirer me mettre au sec, annuler mon rendez-vous. Plus généralement ici, et c'est là l'idée cruciale qui permet au fonctionnalisme de justifier le cognitivisme, mais qui peut le faire entrer en contradiction avec le naturalisme. Vous voyez, il y a quelque chose d'un peu délicat là dans l'articulation entre le fonctionnalisme et le naturalisme. Un système cognitif est donc surtout une entité qui peut transformer des états informationnels d'entrée en d'autres états, et ce, quelle que soit sa composition matérielle. L'architecture du système, assimilable au programme informatique, software, est donc indépendante de son matériel, hardware. Donc vous voyez qu'avec cette métaphore de l'ordinateur, qui est une métaphore, évidemment, plus personne aujourd'hui dans le champ des sciences cognitives pense que le système cognitif est un ordinateur. Hein. Ça, c'est une ancienne métaphore qui est abandonnée depuis longtemps. Mais disons que la métaphore là, de l'opposition entre hardware et software permet de comprendre la notion de fonctionnalisme. Parce que on sait bien qu'il est possible d'utiliser un ordinateur, donc d'utiliser le software, sans du tout savoir comment et câbler un ordinateur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur dans le hardware. D'accord ? Bon. Eh bien, si vous voulez, la métaphore, elle consiste à dire que le hardware, concernant les systèmes cognitifs humains, c'est le cerveau, les états neurologiques, etc. Et le software, eh bien, ce sont les représentations et les rapports de causalité, de représentation avec d'autres représentations. Oui, je vous en prie. Il faut bien comprendre la chose. Donc, le fonctionnalisme ne va pas s'intéresser à la croyance elle-même, à la composition de la croyance, mais à ce que la croyance soit entraînée en termes de conséquences. C'est bien cela ? Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il va s'intéresser éventuellement à la croyance elle-même dans sa structure, dans la façon dont elle est éventuellement représentée. Hein. Mais ce à quoi il ne va pas s'intéresser, c'est à l'état cérébral sous-jacent à cette croyance. Hein. L'état cérébral. Et cette précision est donnée parce que, en effet, les cognitivistes sont souvent, très souvent, naturalistes. Hein. Donc, ils assument l'idée qu'il n'y a rien au-delà de la nature. Bon, on ne va pas reprendre la discussion de la semaine dernière, qui a été au demeurant très intéressante, mais très riche, et de toute façon qu'on ne va pas terminer. Mais il y a cette idée, malgré tout, que on cherche à faire une science naturelle de l'esprit. Hein. C'est ça, l'idée. Une science naturelle de l'esprit. Est-ce que l'esprit humain est accessible par la science ? Alors la réponse, c'est oui, en partie. Certains aspects de l'esprit humain sont accessibles par la science. Et c'est à cela que s'intéressent les sciences cognitives. Donc à ce qui, dans l'esprit humain, est accessible par la science. Mais la décision de savoir ce qui est accessible par la science et ce qui ne l'est pas, n'est pas une décision préalable. Il faut... Enfin, c'est toute l'histoire des sciences qui est en jeu ici et qui montre que ce qu'on croyait inaccessible à l'esprit humain, à la science dans l'esprit humain, va pouvoir l'être peut-être en partie. Hein. Donc, cette idée qu'on cherche à produire une science naturelle de l'esprit nous engage du côté du naturalisme. Mais, et c'est là le petit point un petit peu complexe de cette affaire, ce qui dans le fond intéresse les sciences cognitives, même si les corrélats cérébraux peuvent être une information intéressante, elles restent secondaires. Ce qui intéresse les sciences cognitives, c'est le jeu, l'articulation, le rapport de causalité entre des représentations. Donc,
l'unité de base, l'atome de la description en sciences cognitives, c'est la notion de représentation, ou la notion d'information. C'est un système de traitement de l'information, au fond, le système cognitif pour les cognitivistes. Notre pensée est un système de traitement de l'information. Et les informations sont véhiculées, la nature des informations, ce sont des représentations mentales. Donc qui ont une existence liée, bien sûr, au fonctionnement de notre cerveau, mais qui peuvent être étudiées indépendamment du fonctionnement de notre cerveau. C'est ça l'idée, c'est qu'on peut étudier ces représentations indépendamment de leur substrat. C'est une idée qui est quand même sujette sans doute à caution, non? Enfin, c'est discutable comme postulat, non? Disons que le postulat est discutable, mais les résultats qui ont été fournis ne le sont pas. C'est-à-dire qu'on a, par cette méthode, découvert des choses extrêmement stables. Par exemple, je vous donne juste un exemple très concret, les deux voies de la lecture. Peut-être j'y reviendrai à un autre moment, mais très rapidement pour vous donner une idée un petit peu concrète de ce que c'est. Dans le cadre des sciences cognitives, on a découvert que pour lire, on dispose de deux voies. Une voie qui consiste à décomposer les graphèmes en phonèmes. Donc, vous voyez vous avez, en général, on apprend à lire comme ça, on associe des lettres ou des graphèmes plutôt à des sonorités. Alors au début, il y a des choses très simples, le M, le L, en français c'est assez simple. Et après, il y a des combinaisons, le AU qui fait O, etc. Bon, on apprend des combinaisons, enfin on apprend des couplages, graphèmes, phonèmes. Bon. Mais en réalité, ça ne suffit pas pour lire, parce que si nous ne disposions que de ce système, nous ne pourrions pas lire des mots irréguliers, comme femme, qu'on lirait femme, ou monsieur, qu'on lirait monsieur en français. Donc dans toutes les langues, il y a des mots irréguliers, etc. Enfin bon, il y en a beaucoup en français en tout cas. Bon, donc on s'est aperçu, grâce notamment au cas de dyslexie, qu'il existe une autre voie de la lecture par laquelle on associe immédiatement une signification à une suite de lettres sans passer par la décomposition en graphème, phonème. D'accord ? Et comment on s'est aperçu de ça ? On s'est aperçu du fait que certains dyslexiques gardent une voie de la lecture, mais pas l'autre. Donc, on s'est aperçu que certains patients pouvaient lire des mots réguliers, mais pas du tout des mots irréguliers. Et inversement, on s'est aperçu que d'autres pouvaient lire uniquement des mots irréguliers, mais si on leur donne un mot, par exemple, qui n'existe pas, mais qui est, par exemple, je ne sais pas moi, Maluma, bon, un exemple d'un mot qui n'existe pas, ils ne pourront, s'ils ne disposent que de la voie lexicale qui associe directement un mot à sa signification, ils ne savent pas le décomposer et donc ils ne peuvent pas le lire. Ils peuvent lire que les mots qu'ils connaissent déjà. Bon, c'est ce qu'on appelle une double dissociation. Donc on observe des malades qui, certains ont tel trouble mais pas l'autre, d'autres, on en déduit un système de traitement de l'information liée à la lecture. Mais on n'a pas d'idée, forcément, de comment ça se passe au niveau cérébral. On n'a pas besoin. Pour prouver que ces deux voies de la lecture, personne ne les a jamais vues dans un microscope, mais elles sont déduites de l'observation et de protocoles expérimentaux astucieux. Et très souvent, d'ailleurs, vous remarquerez, je vous le montrerai avec quelques exemples, tout l'art des sciences cognitives vient du caractère très astucieux de certains dispositifs expérimentaux qui mettent en évidence des différences de fonctionnement qui n'apparaissent pas comme ça quand on observe les gens fonctionner normalement. Après, peut-être pour aller dans l'autre sens, moi je repense à un peu plus banal, la relecture d'un texte. Oui. Souvent, quand on lit par exemple son propre texte, ou un texte que l'on connaît bien, on ne voit pas forcément les fautes d'orthographe parce qu'on lit le mot en entier. Tout à fait, tout à fait. On ne le décompose pas, donc ce
serait plutôt la deuxième voie du coup qui serait mise à contribution. Oui, oui, alors là il y a un autre aspect qui entre en jeu, mais qui a aussi été bien abordé par les sciences cognitives, c'est ce qu'on appelle la cécité attentionnelle. Hein. Il y a des moments où on ne fait pas attention, hein, notre attention n'est pas dirigée sur certaines choses parce que nous sommes trop concentrés sur autre chose. Donc la relecture d'un texte relève en partie, enfin le fait de relire son propre texte et de laisser passer des erreurs relève en partie de la cécité attentionnelle parce qu'on est concentré sur le sens et on n'arrive pas à se concentrer juste sur la forme. Alors certaines personnes disent que une bonne méthode c'est de le lire à l'envers pour s'assurer justement, pour bloquer l'interprétation et voir apparaître peut-être certaines fautes. Bon. Pardon ? Oui, voilà, c'est plus simple. Mais si on est tout seul et qu'on doit corriger soi-même, c'est une solution possible. Voilà donc pour le fonctionnalisme et pour l'articulation entre fonctionnalisme et naturalisme. Un autre exemple qui est donné parfois, c'est le distributeur de boissons. Vous mettez une pièce dans une machine, etc. Ce qui vous intéresse, c'est que vous mettiez la pièce et qu'il sorte du café à la fin. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça vous est complètement égal. Hein. Bon, voilà, c'est un peu la même idée. C'est qu'il y a une entrée, une sortie, et voilà, tant que... C'est un peu, moi je cite un autre exemple, comme l'interrupteur, il y a un magnifique exemple dans la littérature allemande, dans une pièce de Brecht, les physiciens, où il dit justement, si pour allumer la lumière, il fallait connaître tout le circuit électrique, en fait, la plupart des gens passeraient leur vie dans le noir. Exactement, c'est un très très bon exemple que je ne connaissais pas. Et c'est un très bon exemple. Utiliser des interrupteurs, utiliser des systèmes électriques, nous le faisons d'une manière fonctionnelle. C'est-à-dire on n'a pas besoin de connaître le détail du système, l'intérieur, la résistance des matériaux, les résistances électriques de certains matériaux, etc. On appuie, ça s'allume, on appuie ailleurs, ça s'éteint. Bon, c'est ça le fonctionnalisme, exactement. Donc, le fonctionnalisme consiste, en résumé, à chercher à décrire l'architecture des phénomènes mentaux indépendamment de leur support biologique. Donc, je répète, indépendamment de leur support biologique, mais tout en gardant l'idée que, in fine, il y aurait une explication biologique, même si ce n'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. Troisième caractéristique, le représentationnalisme et la notion de représentation. Bon, là, c'est une notion très complexe, on va juste l'effleurer. Alors, je lis à nouveau deux extraits là, de Steiner. Le cognitivisme classique se base sur une théorie particulière du raisonnement, le computationnalisme, on va le voir juste après, et sur une théorie particulière des états mentaux, la théorie représentationnelle. Qu'est-ce que ça signifie, la théorie représentationnelle ? Être, pour cette dernière, donc pour cette théorie représentationnelle, être dans un état mental particulier, doué de la propriété d'intentionnalité, c'est-à-dire dirigé vers quelque chose, comme croire qu'il pleut. Hein, voilà, ça c'est un état mental. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une croyance, croire qu'il pleut. C'est simplement entretenir une certaine relation avec une représentation symbolique de l'objet de l'état. Dit autrement, croire, désirer, savoir ou encore craindre que P. Alors, P, c'est une proposition quelconque, par exemple, il pleut. Hein, croire qu'il pleut, désirer qu'il pleut, savoir qu'il pleut, craindre qu'il pleut, etc. Qu'il pleuve plutôt. C'est avoir une représentation propositionnelle. Alors, on dit de format sententiel, c'est-à-dire un format de proposition de P situé dans sa boîte à croyances, boîte à désirs, etc. Similairement, disposer d'un concept, c'est disposer d'une représentation mentale de ce même concept. Bon, je poursuis avant de commenter. Un contenu représentationnel dénotant un état du monde extérieur, le fait qu'il pleuve par exemple, s'incarne donc dans un ensemble de neurones et via ses propriétés physiques possède des propriétés formelles ou encore syntaxiques qui lui permettent d'interagir avec d'autres
états représentationnels en étant l'objet d'inférences computationnellement réglées. Ma croyance qu'il pleut peut être mise en relation avec mon désir de rester sec et ma vision d'un abribus, ce qui m'amènera à me déplacer. Donc vous voyez que c'est souvent curieux dans les sciences cognitives, c'est qu'on a des explications très complexes pour des choses extrêmement simples. Hein. Je veux dire, là, s'abriter sous un abribus parce qu'on croit qu'il pleut, bon, est un exemple très simple de la relation, mais qu'on a déjà vu tout à l'heure, entre la croyance qu'il pleut et une autre représentation, le désir. Alors, là, il faut quelques explications sur la notion de croyance, parce que c'est une notion très neutre. Hein. C'est pas la croyance au sens de la croyance religieuse, etc. Croire que P, c'est avoir la représentation P. Par exemple, dire que Paris est la capitale de la France, c'est considéré comme une croyance. Hein, une croyance qui, là, en l'occurrence, est une connaissance, puisqu'elle est vraie. Alors, le rapport entre croyance et connaissance est un peu plus complexe que simplement le fait que la croyance soit vraie. Il faut aussi qu'elle soit justifiée. Hein. Donc ça, c'est la définition traditionnelle de la connaissance. C'est une croyance vraie justifiée, pour le dire. Après, on peut raffiner cette définition, mais c'est déjà une définition correcte. C'est-à-dire que pour que ce soit une connaissance, il faut être capable de justifier sa croyance. Par exemple, si vous avez une montre en panne qui est bloquée sur une heure donnée et que régulièrement vous dites mettons que votre montre elle est arrêtée sur 8 heures et vous dites plein de fois dans la journée il est 8 heures, il est 8 heures, il est 8 heures. Bon, ben, ça va être presque tout le temps faux, sauf à 8 heures. Donc au moment où il va être 8 heures et où vous allez dire « il est 8 heures », ce sera vrai ce que vous dites. Mais ce ne sera pas justifié parce que vous ne saurez pas pourquoi c'est vrai. Il n'y a pas de justification. Vous tombez sur le vrai par hasard, en quelque sorte. Donc, pour qu'il y ait une connaissance, on ne peut pas dire que vous connaissez le fait que vous ne connaissez pas l'heure à ce moment-là. Vous tombez juste sur la bonne heure par hasard. Bien. Donc, une connaissance, c'est une croyance vraie justifiée. Mais simplement, là, je ne veux pas tellement insister sur le rapport entre croyance et connaissance. Je veux simplement vous dire qu'en gros, il y a deux types de représentations. Les croyances qui sont des représentations de faits, par exemple, donc je vous disais, Paris est la capitale de la France, bon, c'est une croyance relative à un fait. Et puis les désirs, qui sont des représentations de buts. Hein, on a déjà vraiment beaucoup, on a l'essentiel de ce qui relève de la croyance, hein, lorsque on a distingué ces représentations de fait, ces représentations de but. Donc vous voyez que la notion de croyance, là, elle n'est pas liée à l'idée de croyance comme on parlerait d'une croyance religieuse ou je ne sais quoi. Hein. Elle est simplement liée, ça signifie croire que P, ça signifie simplement avoir la représentation mentale que Paris est la capitale de la France. Mais or, cette représentation mentale, je peux la formuler d'une manière propositionnelle avec une proposition, un sujet, un prédicat. Hein. Sujet Paris, prédicat est la capitale de la France. Pour la croyance, ça vous signifie une réalité? Disons que ça ne marche plutôt dans l'autre sens, là, hein, en l'occurrence. C'est-à-dire que, en général, vous avez une croyance parce que la réalité est ainsi. C'est-à-dire que si vous avez la croyance dans votre esprit, dans votre système cognitif, que Paris est la capitale de la France, c'est parce que la réalité est ainsi. Ce n'est pas votre croyance qui modifie immédiatement la réalité. Mais, je ne sais pas si ça répond à votre question, dans certains cas, oui, on peut jouer sur les réalités à partir des croyances. Oui. Par exemple, les couleurs. Oui. Quelqu'un qui est daltonien
Ouais. Quelle est la connaissance finalement? Est-ce qu'il y a deux connaissances différentes? Parce que la personne qui ne voit pas la même couleur que nous. Oui. Alors, Quelle est la vraie couleur? bon, c'est une très bonne question, mais vous allez voir, dans quelques semaines, on va travailler précisément sur la perception de la couleur, donc je vous répondrai à ce moment-là. Hein. Je réserve ma réponse, mais avec d'autres cas que le daltonisme. Mais en l'occurrence, ici, on va dire qu'en effet, les représentations, la représentation du monde extérieur qu'a quelqu'un qui est daltonien n'est pas la même, hein, tout simplement, que la représentation visuelle. Là, en l'occurrence, il s'agit de représentation visuelle qu'une autre personne. Donc, vous voyez que cette notion de représentation, bon, là, on pourrait, elle est complexe. En plus, elle est aujourd'hui un peu critiquée pour des raisons que je réserve pour plus tard. Mais c'est l'idée que ce que vous pouvez retenir, c'est que la représentation, mais je l'ai déjà dit d'ailleurs plusieurs fois, c'est l'unité de base des sciences cognitives. Hein. On va travailler sur des représentations et sur des relations entre des représentations, et on distingue généralement les représentations de faits, qui sont les croyances, et les représentations de buts, qui sont les désirs. Donc, en résumé, un état mental peut être considéré comme une représentation. La représentation se formalise comme une proposition. Hein. X croit ou X désire que P. Et là, P, c'est une phrase avec un sujet et un prédicat. Comme tout à l'heure, Paris est la capitale de la France, etc. Et ensuite, on peut distinguer deux grands types de représentations. Donc, comme je vous le disais, les représentations de faits, les croyances, et les représentations de buts, les désirs. Dernière grande caractéristique, la dimension computationnelle. Alors, le computationnalisme, en quoi ça consiste? Alors, je reprends encore une fois la citation de Steiner. La théorie du raisonnement, théorie computationnelle, part de cette hypothèse que les représentations propositionnelles, donc vous comprenez hein, en quel sens, quand on parle de représentation propositionnelle, ça signifie tout simplement que les représentations s'expriment sous forme de propositions. Les représentations propositionnelles ont des propriétés syntaxiques, donc dans leurs relations, et partant sémantiques. Elle y ajoute alors l'hypothèse que la pensée rationnelle consiste en la manipulation gouvernée par des règles ou des algorithmes, donc la manipulation de ces représentations syntaxiquement structurées. Ce qu'il importe d'abord de comprendre ici, c'est que la syntaxe a une priorité sur la sémantique. L'un des slogans, alors ça ce sera très très visible dans la théorie chomskienne notamment, hein, pour ce qui concerne la linguistique. L'un des slogans cognitivistes est « Occupez-vous de la syntaxe et la sémantique s'occupera d'elle-même ». Pourquoi cette priorité? La réponse est la suivante. Les processus de raisonnement qui prennent place en nous à un niveau subpersonnel, c'est-à-dire hein, qui ne sont pas conscients, ne peuvent avoir comme objet les propriétés sémantiques des représentations, car autrement, il faudrait postuler l'existence d'un homoncule, donc d'une espèce d'être à l'intérieur de nous-mêmes, qui comprenne chaque contenu propositionnel à l'aide d'autres règles et de représentations, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Donc ici, c'est un argument par la régression à l'infini. Hein. On dit que si on prenait en considération le sens, il faudrait à chaque fois quelqu'un qui interprète ce sens et quelqu'un qui interprète l'interprétation, etc., etc. Donc, comment les contenus représentationnels pourraient être agissants? Eh bien, par leur forme syntaxique. Les ordinateurs, et plus élémentairement les machines de Turing, sont eux aussi des machines à manipuler des symboles, en étant pourtant uniquement sensibles à la forme physique ou à la syntaxe. Là, bon, il y a un lien un petit peu rapide, des symboles. Il suffit alors de s'inspirer de leur fonctionnement pour rendre compte de la causalité mentale humaine. Alors, ici, le computationnalisme, c'est l'idée, grosso modo, qu'on peut calculer sur des représentations. Mais on peut calculer sur des représentations, non pas à partir
de la sémantique des représentations, de leur sens, mais seulement à partir de critères syntaxiques, donc de combinaisons possibles de représentations. Ce serait ça l'idée. Je reviens un peu là-dessus parce que j'ai un peu de mal avec ce postulat de la primauté de la syntaxe. Oui, oui. J'ai rencontré ça dans le livre de François Bell sur la phénoménologie générative. Oui. Justement, il dit lui-même que c'était encore très difficile en fait, d'expliquer les rapports entre la sémantique et la syntaxe. Et il me semble que les généralistes, après je pense que ça va être pareil en l'occurrence, disent que la syntaxe gouverne non seulement le sens, mais également le son, la prononciation. Oui, oui. Mais dans ce cas-là, comment expliquer des phénomènes comme le phonie, par exemple, où c'est au contraire en fait la prononciation qui influe sur la structure. Tout à fait. Ça c'est un cas en fait qu'on pourrait... Alors, écoutez, ma réponse va être très simple. Je suis parfaitement d'accord avec vous, et en fait, ce computationnalisme, cette primauté de la syntaxe, c'est précisément un postulat qu'on va abandonner pour entrer dans le cognitivisme contemporain qui critique complètement cette position, qui n'est pas tenable à mon avis. Donc, bah oui, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Donc, le computationnalisme, c'est l'idée que les processus mentaux, donc c'est une façon de dire la pensée, mais bon, après, on peut être en désaccord là-dessus, les processus mentaux consistent dans la manipulation, selon certaines règles, de représentations qui sont syntaxiquement structurées, et donc priorité de la syntaxe sur la sémantique. Mais précisément, on va voir que la deuxième génération de cognitivistes va récuser ce postulat. Alors, en résumé, on a donc ces quatre propriétés du premier cognitivisme qu'on appelle pour cette raison, alors c'est un peu barbare, mais c'est une façon de tout dire en un seul mot, le cognitivisme symbolique computo-représentationnel. Bon, voilà. Certains auteurs utilisent cette dénomination pour caractériser cette première génération du cognitivisme, donc issue des travaux, issue dans les années 50 de ces deux grandes conférences, de ces deux grandes manifestations scientifiques dont je vous ai parlé lors de la séance précédente. Alors, une citation pour terminer sur ce point de Varela, Francesco Varela, Thomson et Eleanor Roche, dans un livre très important pour les sciences cognitives, mais de la génération suivante, L'inscription corporelle de l'esprit, disent la chose suivante, pour caractériser ce moment historique du cognitivisme: l'intelligence humaine comprise ressemble tellement à la computation dans ses caractéristiques essentielles que la cognition peut en fait se définir par des computations, donc des calculs, quand on dit computation, ça veut dire simplement des calculs, sur des représentations symboliques. Une computation est une opération effectuée et accomplie sur des symboles, c'est-à-dire sur des éléments qui représentent ce dont ils tiennent lieu. Alors, cette synthèse donnée par Varela est une synthèse qui vise à présenter ce à quoi il s'oppose. C'est-à-dire, ces auteurs-là ne sont pas du tout d'accord avec cette conception de l'intelligence humaine, et c'est pour cette raison que justement ils vont parler de l'inscription corporelle de l'esprit, et dans un sens que nous aurons tout le loisir de voir en détail à partir justement de la linguistique cognitive au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire d'une linguistique cognitive qui naît dans les années 80, donc vous voyez longtemps après, enfin qui naît, disons, vous voyez les premiers livres datent de 87, 88, 84, donc on est dans les années 80, mais évidemment la publication de ces livres est précédée par toute une réflexion qui s'est traduite ensuite dans ces publications. Ce qu'on appelle aujourd'hui la linguistique cognitive ou les linguistiques cognitives fait référence à ce courant et pas au courant antérieur du cognitivisme
computo-représentationnel, cognitivisme symbolique, computo-représentationnel, à la Chomsky, si vous voulez. Chomsky revendique, il a revendiqué, je ne sais pas s'il le fait toujours, la dénomination de cognitiviste. C'est vrai qu'il est à l'origine des sciences cognitives, mais en tout cas en linguistique, ce qu'on appelle aujourd'hui linguistique cognitive récuse radicalement un certain nombre des positions chomskiennes. Donc, ce que je vais vous exposer dans ce cours, c'est la linguistique cognitive au sens de Langacker, Talmy, Laïkov, Fauconnier, par exemple, hein, et pas du tout au sens de Chomsky. Et je vais petit à petit vous montrer toutes les différences qu'il y a entre ces auteurs et les positions antérieures de quelqu'un comme Chomsky et d'autres. Hein. D'ailleurs, la plupart d'entre eux ont été des élèves de Chomsky, mais qui se sont ensuite, qui ont fait une dissidence en quelque sorte après. Oui. Voilà, la grammaire générative fait partie de la première génération de cognitivisme et pas de la deuxième. Hein. Elle a des postulats complètement différents de la linguistique cognitive au sens contemporain du terme. Alors, bon, il nous reste peut-être 5 minutes. Je vais commencer à vous dire quelques mots de chacun de ces auteurs un peu rapidement, puis on y reviendra plus tard. Alors, le premier, Langacker, donc, il est né en... Alors, tout ça, c'est très côte ouest. Hein, c'est une linguistique qui vient des États-Unis, de Berkeley, de l'University of California, San Diego, etc. Bon, bref, c'est de la linguistique américaine d'une certaine région des États-Unis. Bon, il est né en 1942, donc il a publié toutes sortes de choses. Alors, vous voyez, pas seulement sur l'anglais, mais aussi sur des langues différentes. Hein, donc, on ne peut pas l'accuser de tout fonder sur l'anglais uniquement. Hein, c'est parfois un reproche qu'on fait à certains linguistes américains. Et alors, il est vraiment l'auteur de ce qu'on appelle la grammaire cognitive, cognitive grammar. Ici, c'est lui qui a vraiment essayé de traduire les perspectives de la linguistique cognitive dans des descriptions grammaticales très précises. Donc il est l'auteur de beaucoup d'ouvrages et il reste vraiment une base de référence très importante pour les linguistes contemporains. Et il y a une description de la grammaire dont je vous expliquerai certains aspects qui est détaillée. Hein. Alors, on se servira principalement, si je ne me trompe pas, de ce livre-là, hein, une introduction que j'ai en PDF et que je pourrais vous transmettre, mais on fera ça plus tard, peut-être plus au deuxième semestre ou à la fin de ce semestre-là. Parce qu'avant d'entrer dans les détails, il faudra qu'on comprenne un peu les enjeux généraux. Donc, lui, il est un peu à part parce que il fait vraiment le lien entre la linguistique cognitive dans son projet général et la description grammaticale. D'où l'idée de la notion de cognitive grammar. Alors voici ce qu'il dit, par exemple, hein, et qui est assez révélateur du point de vue des autres linguistes qui s'inscrivent dans le même courant. Donc, notre sujet, c'est la théorie linguistique connue comme cognitive grammar, donc la grammaire cognitive. Ce cadre fournit une perspective cohérente sur la structure du langage, avec des avantages supplémentaires d'être intuitivement naturel, hein, d'être assez naturel, psychologiquement plausible et empiriquement viable ou solide, empiriquement vérifiable, par exemple. Néanmoins, il s'agit d'une perspective non standard, hein, par rapport à laquelle un cours, si on a un entraînement
non, pardon. For which orthodox training. Oui, voilà. Si on a une formation dans une linguistique plutôt orthodoxe, il faut s'y préparer, hein, parce que c'est justement une vision non standard. Donc, une présentation de la grammaire cognitive doit commencer par une présentation de sa nature générale et de ses visions de base. Alors, voilà, le point important est ici. Donc, CGs, là, ça veut dire cognitive grammar, hein, donc la grammaire cognitive. Le postulat le plus fondamental de la grammaire cognitive, c'est qu'elle est symbolique par nature. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Définissons d'abord un symbole comme l'appariement entre une structure sémantique et une structure phonologique, de sorte que l'un est capable d'évoquer l'autre. Un simple item lexical, comme skunk, est donc symbolique parce que il consiste dans l'appariement entre une signification et une forme phonologique. La grammaire, bien sûr, est concernée par le fait de savoir comment ces éléments se combinent pour former des expressions complexes. L'idée de base de la grammaire cognitive est que rien d'autre que les structures symboliques, hein, n'ont besoin d'être invoquées, d'être prises en considération pour caractériser des expressions plus complexes et les patterns, donc les structures qu'ils instancient. Plus spécifiquement, le lexique et la grammaire forment un continuum, une gradation, hein, qui consiste seulement dans des assemblées de structures symboliques. Alors, c'est ce point-là qui est quand même la formule la plus radicalement opposée au chomskisme. L'idée, c'est que, mais ça c'est une idée qui a été déjà présente chez Gustave Guillaume au début du XXe siècle, hein, l'idée qu'il y a une sémantique grammaticale. L'idée ici, défendue par Langacker, comprenez bien, mais j'y reviendrai si vous voulez au début de la séance prochaine, c'est qu'il n'y a pas une opposition lexique-syntaxe. Ce sont des symboles dans tous les cas. La grammaire, c'est de la signification comme le lexique. Donc, c'est de la signification comme le lexique tout simplement parce que dans les deux cas, ce sont des structures symboliques, hein, c'est-à-dire des couples forme-signification. Les structures grammaticales, ce sont des formes associées à certaines significations. Les mots grammaticaux, ce sont des formes associées à certaines significations. Les mots lexicaux, ce sont des formes associées à certaines significations. Donc, en procédant ainsi, en disant que dans tous les cas, on a affaire à des symboles, donc à des paires forme-signification, il ruine l'opposition syntaxe-sémantique. La syntaxe devient une partie de la sémantique. C'est la sémantique grammaticale. Alors, ce qui est amusant, c'est que tout cela a été présenté comme une nouveauté, et vous voyez, qui date des années 70, et une rupture par rapport à l'orthodoxie linguistique qui présuppose la distinction entre syntaxe et sémantique, alors que dans les années 20, en France, Gustave Guillaume expliquait déjà ça. Qu'il y a une sémantique grammaticale, il faisait toute une théorie de la sémantique grammaticale. Mais évidemment, les linguistes américains de cette époque ne connaissaient pas, et de toute façon ne s'intéressent toujours pas à Gustave Guillaume, qui n'est pas beaucoup traduit en anglais, et qui n'est accessible qu'en français. Donc bon, tout ça a été un peu oublié. Mais la réalité est celle-ci, c'est que cette découverte a été faite en France, et par un linguiste français. Hein, cette façon de décrire la syntaxe à partir de la sémantique, elle vient de Gustave Guillaume. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui ? J'ai oublié, j'avais promis la dernière fois que je commençais le cours par vous demander si vous aviez des questions sur le cours précédent. J'essaierai de ne pas oublier pour la prochaine fois. Voilà, je vous remercie de votre attention et rappelez-vous, nous n'avons pas cours la semaine prochaine mais dans 15 jours.